Moi, je suis entrepreneur, j'ai un diplôme de pharmacien à la base. J'ai pris une dizaine de procès. Les huissiers ont débarqué plusieurs fois au bureau pour saisir les ordinateurs. Aujourd'hui, il y a 700 000 personnes qui utilisent l'application. Et on est devenu la première plateforme européenne en termes de financement de l'immobilier. Moi, je me rends compte sur la plateforme, je passe autant de temps à analyser un dossier à 100 000 euros qu'un dossier à 1 million d'euros, qu'un dossier à 5 millions d'euros. C'est parce qu'il y a de la concurrence que toi, tu vas avoir envie de faire l'extra miles, le truc en plus pour te dépasser, pour apporter l'innovation. Régulièrement, j'ai montré à mon équipe que rien n'était impossible. On s'est fait hacker notre compte Instagram. Je mets un post sur Instagram, pas sur Instagram, j'avais plus d'Instagram. Je mets un post sur LinkedIn. on va dégager des gars et on va couper des têtes chez Meta parce que nous, hors de question de faire ça. Dans tous les cas, tous les jours, vous allez devoir gérer des emmerdes. Le job de l'entrepreneur, c'est de gérer des choses qui lui tombent au quotidien dessus. Hello Cédric. Salut Fanny. Ça va? Ouais, super. J'ai une petite description de toi générée par ChatGPT. Ok. Tu vas me dire ce que t'en penses. Tu vas me faire ton retour, tu vas compléter peut-être. Le but n'est pas de revenir sur ton parcours que tu as partagé des centaines de fois déjà dans d'autres épisodes de podcast. Écoute, je te dis ce qu'il a noté. Tu es entrepreneur et fondateur de Brix, la plateforme française qui démocratise l'investissement immobilier en le rendant accessible au plus grand nombre. Après plusieurs expériences entrepreneuriales, tu as créé Brix avec une vision claire, permettre à chacun de se constituer un patrimoine immobilier simplement grâce à la technologie. Aujourd'hui, il incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs qui bousculent les codes de l'immobilier et de l'investissement. Bienvenue dans Success. Merci. T'en penses quoi? C'est un peu policé. Tu vois, moi, j'aurais bien aimé qu'on dise que je suis un pirate, que je fais les choses en surfant sur la ligne jaune ou blanche, ça dépend comment on voit la couleur de la ligne, que je suis un aventurier. Donc là, ça parle de ce que je fais actuellement, mais ça parle pas trop de ma personnalité. Voilà. Donc c'est policé. Dans les grandes lignes, tu as créé Brix parce que tu as vu une douleur à quelque chose. Voilà, il y avait une problématique et tu tentes d'y résoudre tous les jours avec Brix. Est-ce que tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus sur ta plateforme pour ceux qui connaîtraient pas la plateforme? D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode puisque moi, je suis investisseuse Brix et j'ai un code parrainage forcément que vous pouvez aller découvrir la plateforme avec le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Dis-nous en plus. On te mettra un code de parrainage boosté qui permettra à tes auditeurs d'avoir une rémunération du cashback un peu plus boostée que la normale. Donc, cool. Allez vous inscrire. On essaiera de voir si on peut rajouter le code Success directement au code parrainage. Moi, pour la faire très rapidement, parce qu'en fait, je l'ai déjà dit dans plein d'émissions différentes, moi, je suis entrepreneur, j'ai un diplôme de pharmacien à la base. J'ai d'abord créé une start-up qui permettait la vente de médicaments sur Internet. Et là, j'étais pirate parce que j'ai lancé ça. Il n'y avait pas encore de législation française, parce qu'il y avait une législation européenne. Ça a très très bien fonctionné et en même temps, j'ai pris une dizaine de procès. Les huissiers ont débarqué plusieurs fois au bureau pour saisir les ordinateurs. Tout ça parce que, en fait, on était en train de bousculer une profession qui est assez sclérosée, assez archaïque. Et il y a du bon, il y a du moins bon à ça. Hein. Ce n'est pas un jugement forcément de valeur. Et donc, on s'est très bien développé là-dessus. J'ai fait rentrer des investisseurs. Ça s'est mal passé avec mes investisseurs parce qu'à un moment donné, on a été en désaccord stratégique. J'étais jeune, je pense que j'ai fait pas mal de choses, pas forcément de la bonne façon, et ça a été un super apprentissage. Bref, ils m'ont mis manu militari dehors de la boîte que j'avais créée, dans laquelle j'avais passé 6 ans à essayer de faire bouger les codes comme un acharné. Et moi, je me retrouve 6 ans plus tard, en 2017, sans un sou. Pas le droit au chômage, parce qu'en France, quand tu es entrepreneur, il faut le rappeler, et que tu es président d'une boîte, tu n'as pas le droit au chômage, même si tu cotises de fait. C'est à toi d'aller les contacter pour leur dire « Ah, je sais que je n'aurai pas le droit au chômage, j'arrête de cotiser ». Bref, je me retrouve sans chômage.
Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai commencé à partir sur l'immobilier en me disant que ça allait être mon filet de sécurité si je devais remonter des nouveaux projets entrepreneuriaux. Je fais un premier projet immobilier que je vais revendre. Donc, c'est vraiment un projet de marchand de biens, achat-revente de biens immobiliers. Ça se passe bien. Avec ma casquette d'entrepreneur, je vais en refaire à la suite. Les banques ne m'accompagnent pas. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux monter une solution qui me permettrait de me financer sur mes projets. Et donc, ce que tu dis, c'est assez vrai. C'est-à-dire que j'avais identifié une douleur qui était, je galère à me faire financer alors que je monte des projets immobiliers qui sont rentables. Comment je peux partager la marge générée sur ces projets immobiliers avec ceux qui me font confiance et ceux qui me financent. Où je vais nuancer le propos, c'est que de ma précédente expérience, ce que j'avais compris, c'est qu'il n'y a pas seulement le pain qu'il faut regarder quand on monte un business, il faut regarder le marché, il faut regarder le business model. Et pour moi, ça a tout autant de valeur que le simple pain. Je vois trop de wannabe entrepreneurs, de gens qui... Ah tiens, hier j'ai eu une problématique, j'ai voulu aller dans un supermarché ou j'ai voulu aller dans mon administration publique, il y avait la queue, je me suis dit que j'allais faire une solution pour réserver des rendez-vous auprès de l'administration publique. Non, faut oublier, tu vois, ça fonctionne pas. C'est une fois que tu as ce pain et tu te dis, est-ce qu'il y a une vraie solution à laquelle les gens sont prêts à payer pour résoudre leur pain? Est-ce qu'il y a un marché qui est suffisamment important? Est-ce qu'il y a des acteurs dans la chaîne de valeur de ce pain et de ce secteur avec lesquels je vais pouvoir collaborer? Donc il faut aller un peu plus loin. Et trop souvent, les gens s'arrêtent juste à j'ai eu une douleur, je vais essayer de faire une petite solution. Ça peut être sympa pour faire un petit outil si vous vous emmerdez le week-end et si vous voulez faire un peu de code. Et aujourd'hui, ça devient très facile de coder. Mais c'est pas pour autant que ça fera un business. Donc j'ai vu que j'avais une douleur. J'ai vu que j'étais pas le seul à avoir cette douleur et que les règles européennes sur la solidité et la stabilité des banques se durcissaient et allaient d'autant plus contraindre les opérateurs comme moi en termes de financement, qu'il y avait des solutions alternatives qui existaient, mais qu'elles n'étaient pas assez démocratisées. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire, OK, l'objectif, c'est de faire une solution qui permet à n'importe qui d'investir à partir de 10 € dans l'immobilier. Donc, concrètement, tu achètes des petites briques. Une brique, c'est 10 € d'un projet. Et tous les mois, tu vas récupérer une fraction des revenus qui sont générés par ce projet immobilier et tu joues le rôle de la banque avec quelqu'un qui veut développer un projet. Et ce qui est intéressant dans Brix, c'est que j'ai rien inventé. Alors, là, je suis un peu dur avec moi, mais des solutions qui permettaient de financer des opérateurs immobiliers, il y en avait déjà plein. Elles n'étaient juste pas friendly, agréables pour l'utilisateur. L'expérience utilisateur n'était pas bonne du tout. Elles étaient très typées finance parce que c'était des financiers qui avaient monté ça. Donc moi, je suis arrivé déjà avec un minimum d'investissement à 10 € quand la majorité était à 1 000 € de minimum d'investissement. Et je suis arrivé avec cette couche d'abstraction qui a été de dire je ne vais pas t'expliquer que tu vas investir dans un contrat qui s'appelle une obligation simple parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vas juste acheter des briques et donc tu vas te le représenter. Et comme la logique, c'est de plus en plus se tourner vers des applications mobiles, on va faire ça avec une application mobile plutôt que de t'obliger à te connecter sur un ordinateur. Et moi, comme je venais du e-commerce, on a repris les codes du e-commerce pour faire ça et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, il y a 700 000 personnes qui utilisent l'application et on est devenu la première plateforme européenne en termes de financement de l'immobilier. Mais à la base, ça partait d'un postulat simple qui était de dire OK, il y a un besoin, il y a un marché qui est assez gros parce que le marché de la finance, moi je me définis vraiment comme une application financière. Le marché de la finance, le marché de l'immobilier, c'est un vrai besoin. Comment on fait pour le rendre le plus fluide et le plus ergonomique à l'utilisation? Ok, bien résumé. Merci. Je sais pas, c'était long. Non, c'était parfait. J'étais en train de penser à un truc. En fait, on a déjà enregistré un épisode de podcast, mais qui n'est jamais sorti. Je le précise à ceux qui nous écoutent, parce que l'épisode était juste chaotique en termes de montage et de technique. On avait plusieurs vidéos, plusieurs micros. J'ai galéré au montage. Enfin bon, bref. Et c'était marrant parce qu'on l'a fait en début d'année 2025. À Montpellier, dans les bureaux de Brix, puisque vous aviez setupé pas mal de choses pour tourner du contenu. Et là, en fait, aujourd'hui, nous, on est en train de se parler, on est à Dubaï.
Et on est en décembre 2025, mais cet épisode va sortir en 2026. Donc sachez-le, on est toujours en décembre 2025. Oui, bonne année. Et on est à Dubaï, en fait, parce que je ne sais pas, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez voir les locaux et les reconnaître. Et puis, vous savez que j'enregistre mes épisodes de podcast ici. Qu'est-ce qui fait que tu es à Dubaï, Cédric ? Je viens de faire un séminaire avec mes équipes à Dubaï, déjà. Donc c'était l'occasion là d'enregistrer ensemble. Et deuxièmement, moi, j'ai toujours vu BRICS, non pas comme une société française, mais comme une société internationale. Pourquoi ? Parce que nous, on est une place de marché. C'est-à-dire que d'un côté, on a des prêteurs qui jouent le rôle d'investisseurs et qui jouent le rôle de la banque. Et de l'autre côté, on a des porteurs de projets qui ont des projets immobiliers. Le principal risque pour le prêteur, c'est que le porteur de projet qui a son projet immobilier fasse défaut, n'arrive pas à mener à bien son projet, qu'on soit obligé de saisir l'actif immobilier, on a une hypothèque à chaque fois, qu'on soit obligé de saisir, de revendre, mais que l'opération ne soit pas aussi belle que prévu. Et moi, mon objectif, c'est de dire, vous avez de l'argent à prêter, peu importe où vous le prêtez. Moi, je vous garantis juste que vous allez le prêter sur des projets immobiliers. Pourquoi des projets immobiliers ? Parce que c'est les projets où il y a le moins de risques dans la mesure où on peut mettre une hypothèque, on peut mettre plein de mécaniques qui permettent de récupérer à minima le capital. Ensuite, que le projet immobilier soit basé en France, au Portugal, en Europe, ailleurs, ça, c'est où est-ce que j'investis au mieux mon argent pour qu'il fructifie le plus, tu vois. Et donc ça, c'est la logique que j'ai sur BRICS. Donc c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent on était surtout européens. On a financé pas mal de projets au Portugal, on commence à en financer en Espagne, on en a fait au Luxembourg, on en a fait en Angleterre. C'est intéressant, mais l'Europe en ce moment n'est pas dans une phase de croissance d'un point de vue prise de valeur des biens immobiliers. Et c'est pas le cas de Dubaï. Dubaï, en fait, il y a naturellement une demande qui est plus importante que l'offre. Il y a une inflation qui est à peu près de 15%. Donc l'inflation, c'est le coût de la vie en général tous les ans, il est à peu près de 15% à l'année. Et mécaniquement, ça fait monter le prix de l'immobilier. Donc le prix de l'immobilier, sans rien faire, il prend 15%. Donc même si on n'est pas un génie de l'immobilier et qu'on n'a pas acheté au bon prix, on dit souvent que la marge, elle se fait à l'achat. Même si on n'a pas fait sa marge à l'achat et qu'on n'a pas bien acheté, il y a quand même le marché. On est sur une vague où le marché nous rattrape et le marché porte en tout cas ceux qui achètent à Dubaï. Et moi, avec BRICS, j'ai reçu 50 demandes de personnes qui voulaient se faire financer à Dubaï. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, si tout le monde veut aller se faire financer, si tout le monde veut acheter de l'immobilier à Dubaï, il faut quand même que je comprenne le marché. Parce que si je ne suis pas capable de le comprendre, je ne vais pas donner des financements. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là, pour vraiment comprendre comment fonctionne Dubaï, quel est ce marché immobilier, et se poser la question de savoir, bon, est-ce qu'on ouvre à l'investissement immobilier à Dubaï, comment on le fait, comment on le structure, quelles sont les garanties qu'on peut prendre. Donc là, je suis dans une période d'apprentissage où je regarde, je discute avec des avocats, je discute avec des professionnels de l'immobilier, je visite tous les quartiers de Dubaï, d'Abu Dhabi, des Émirats en général, pour me dire, OK, ça c'est la bonne stratégie et c'est ce que je vais proposer aux investisseurs de la plateforme. Ok. Tu parles donc de plusieurs personnes, de plusieurs acteurs qui sont là autour de toi pour vérifier. Et tu as aussi des connaissances, des amis et des amis entrepreneurs qui habitent ici. Qu'est-ce que tu penses là si on va sur un sujet un peu plus de société ou en ce moment, la situation en France, ça va pas. Parce qu'on voit de plus en plus de personnes faire le move de partir à Dubaï, de plus en plus d'entrepreneurs qui décident de partir. Bon, que ça soit ailleurs, il n'y a pas forcément que Dubaï, mais c'est vrai que Dubaï revient beaucoup pour plein de raisons évidentes. Pour toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu penses aussi de ce move-là, de ce potentiel déclin de la France à tous les niveaux, je ne sais pas. Et que disent tes amis ou les gens que tu côtoies ici, qui sont venus ici en tout cas s'établir? Le sujet, il est super varié et il est super clivant. Ouais. Chaque fois, ça crispe. Alors, ce qui est intéressant pour un entrepreneur quand il vient dans un pays comme Dubaï, mais ça peut être Andorre, ça peut être en tout cas dans un pays avec une fiscalité réduite, c'est que tu t'offres un passeport en blanc. C'est-à-dire que quand tu es un entrepreneur et surtout quand tu montes une start-up, ce qu'il y a de plus important, c'est la gestion de ton cash. Et donc, si tu as la capacité d'avoir une fiscalité réduite
et de pouvoir gérer ton cash pour le réinvestir. En fait, la majorité des entrepreneurs, ils ne sont pas à se dire je prends du cash et je vais aller siroter des mojitos sur la plage. C'est je prends de l'argent pour le réinvestir, pour faire grossir ma boîte, etc. Et la problématique quand il y a beaucoup de fiscalité, c'est que quand une année ça va bien, que tu fais des bénéfices, tu es beaucoup taxé. Quand l'année d'après, tu es en perte, c'est très compliqué d'aller demander à l'administration fiscale de te rendre de l'argent. Donc le fait d'avoir finalement une fiscalité qui est assez réduite, tu gères et tu peux faire grossir ton business comme tu l'entends. Mais tu parlais du déclin de la France. Je pense que c'est finalement un déclin de l'Europe qui est lié à pas mal de facteurs, qui est lié à une décorrélation entre la vélocité de l'information, des outils technologiques, de tout ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. Souvent, la déconnexion de nos hommes politiques qui se retrouvent dans une... En fait, le timing, les timings se chevauchent. Un homme politique, il est là pour essayer de se faire réélire aux prochaines élections, donc il ne veut pas prendre des mesures impopulaires, alors que tout va vite, il y a de moins en moins d'emplois, il y a de moins en moins de personnes qui vont cotiser pour payer les retraites, donc on se retrouve avec beaucoup de démagogie, et au final, je me dis, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que personne ne prendra les mesures difficiles qu'il faut prendre pour redresser le pays et redresser la France. En fait, moi, je parcours LinkedIn, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Quand je dis tout le monde, en tout cas, il y a plein de choses qui pourraient être mises en place et qui ne sont pas mises en place suffisamment vite. Et on l'a vu par rapport à la Grèce et à l'Italie, c'est toujours plus facile quand tu as soit la Banque Centrale Européenne, soit le Fonds Monétaire International, donc le FMI, qui vient et qui te prend sous tutelle. Parce qu'en plus, c'est plus ta responsabilité. C'est OK, je vais appliquer des mesures. OK, on va amener de l'austérité en France parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pas moi qui ai pris ces mesures-là, c'est on me les a imposées. Donc pour un homme politique, c'est toujours plus facile. Et au plus vite tu arrives à cet extrême, au mieux c'est. Finalement, qu'il y ait un exode des entrepreneurs et qu'il y ait un exode de la valeur à l'étranger, c'est peut-être négatif aujourd'hui et peut-être que ça sera positif demain. En fait, il n'y a jamais rien sans rien. Je pense que tout ce qui arrive dans la vie peut entraîner des bonnes choses. Et donc, on va voir comment ça évolue. Voilà, c'est peut-être une vision assez... je ne vais pas dire pessimiste, mais assez... je ne pense pas de toute manière qu'un entrepreneur en interne arrive à faire bouger les choses. On a un pays qui est arrivé à un stade où la majorité des Français ne sont pas pro-réforme. Donc finalement, la meilleure des choses à faire pour un entrepreneur, moi je le comprends, c'est de partir à l'étranger. Donc moi, je n'irai pas jeter la pierre à ceux qui le font. Et au contraire, tu vois, moi... Quand j'ai monté Mille et une pharmacies, je me rappelle, c'était il y a 15 ans, je me disais, il faut que je parte aux US et il faut que je crée des boîtes aux US. J'ai essayé de créer Mille et une pharmacies dans un environnement qui était très régulé et ça a été un combat au quotidien par rapport à l'ordre des pharmaciens, par rapport à tout un système pharmaceutique qui ne veut pas évoluer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils gagnent leur argent sur le fait que ça soit un monopole. Si tu n'es pas pharmacien, par exemple, tu ne peux pas ouvrir d'officine en France. Et donc, tu te bats contre des moulins, tu déploies une énergie finalement pour pas grand-chose. Et à l'époque, je m'étais dit, finalement, pourquoi je ne suis pas allé aux États-Unis, pourquoi je n'ai pas recréé ? Bon, finalement, j'ai recréé Brix en France, donc tu peux... mais des fois, c'est sympa d'aller voir à l'étranger, parce qu'on a tendance à dire que tout est vert à l'étranger, que tout est beau. Ça permet aussi à ces entrepreneurs de voir tout ce qui va bien en France et tout ce qui fonctionne. Et peut-être qu'il y aura des entrepreneurs qui, dans quelques années, reviendront en France et auront été finalement bercés par une autre culture. Et c'est justement cette culture cosmopolite qui permettra de relever la France ou de ramener de l'innovation. Tu vois, de Gaulle, je me dis, il est parti en Angleterre pour revenir et pour sauver la France à un moment donné. Donc on a peut-être besoin de ça, des entrepreneurs qui s'expatrient et qui reviennent plus forts pour essayer de redresser la France avec le courage nécessaire pour le faire. Ok, super intéressant. Et là, tu disais tes équipes sont venues en séminaire pendant une semaine. Donc vous avez fait un séminaire d'équipe pour découvrir Dubaï et eux... cohésion d'équipe, team building, voilà, c'est cool de les avoir emmenés là. Au final, avec là le recul, ça fait à peu près une semaine qu'ils sont partis. Ils ont quoi comme discours ou comme avis sur les choses ? Est-ce qu'ils se disent ah ouais, ça va être cool d'avoir des projets de Dubaï sur la plateforme ? Ou il y en a qui sont hyper réfractaires ? Est-ce que tu as eu des retours ?
Non, mon équipe, elle est super positive. En fait, quand tu viens ici, tu te rends compte que ça ressemble beaucoup à New York avec du beau temps, pour simplifier. Moi, avant de venir à Dubaï, j'avais une image qui était très bling-bling, parce qu'en fait, on a tendance à voir Dubaï que par l'œil des influenceurs. Donc c'est soit on voit des gens qui critiquent Dubaï et qui critiquent ce mode de vie en parlant d'esclavage moderne, soit on voit des entrepreneurs qui font souvent de la formation et qui nous disent que c'est génial et que en fait tout est fait pour travailler. Donc tu as ces deux visions de Dubaï qui coexistent sur YouTube et c'est très dur de se faire un avis. En fait, ce qui est frappant, c'est que quand tu viens à Dubaï, bon, le climat il est très agréable, donc ça c'est plutôt sympa, mais tu vois quoi? Tu vois deux choses. Tu vois une ville qui est très cosmopolite. Il y a 90% d'expatriés. Si les gens ont fait le move, c'est qu'ils sont plutôt ouverts d'esprit. Et donc, toutes les personnes que tu rencontres ont envie de te parler, sont plutôt bien éduquées et même ont envie de t'aider dans le business. Donc ça, c'est très business-oriented. C'est que si tu es là, tu sais que la vie coûte cher et donc, comme il n'y a personne qui va t'aider, tu dois quand même faire rentrer de l'argent et donc tu dois faire fonctionner ton business et donc les gens veulent s'entraider. Donc ça, c'est génial parce que en France, et moi je le voyais quand j'étais à Paris, c'est quand même un cercle assez restreint, assez fermé. Si tu n'arrives pas à rentrer dans le cercle, les gens, ils n'ont pas particulièrement envie de t'aider à te propulser vers le haut. Et ça me rappelle beaucoup les États-Unis. J'ai travaillé aux États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis, le premier truc qu'on te dit, c'est combien tu gagnes. Ok, c'est quoi tes ambitions? Et non pas pour se comparer, mais vraiment pour te dire, bah, vas-y, je suis de tout cœur avec toi, défonce tout et tu vas réussir. Donc c'est plutôt pro-réussite. Il faut apprécier. Tu vois, il y a plein de détracteurs qui vont dire ah oui, mais c'est toujours la réussite individuelle, c'est encourager l'entrepreneuriat, mais si on n'est pas dans ce mode-là, si on est plutôt en mode famille. Effectivement, hein, si vous êtes plutôt campagne, nature, tranquillité, venez pas à Dubaï, ça ne vous correspondra pas en termes d'écosystème et de milieu de vie. Bien que ce que je vois à Dubaï, contrairement à New York où la ville elle est tout le temps grouillante, ça dort jamais, etc., c'est qu'il y a quand même plein de petits quartiers, il y a beaucoup de quartiers très résidentiels, et donc tu peux avoir une vie qui est très paisible, très calme, sans avoir ce brouhaha perpétuel de la vie. Et donc, tu peux vraiment choisir. Comme il y a la mer qui est très facilement accessible, et d'ailleurs, avec l'équipe, on a loué une villa sur le Palm Jumeirah, donc on sortait de la villa, on avait accès à une plage privée. Tu es dans une bulle, en fait, tu es déconnecté. Tu te rends même pas compte que tu es à Dubaï, on aurait pu être sur une île déserte avec une plage bleue. Et donc, tu as ces univers qui cohabitent et qui sont très agréables parce que autant tu peux vraiment travailler dur, tu peux faire des super rencontres, autant tu as quand même cette capacité à avoir ces moments de déconnexion. Ouais, donc ils sont plutôt favorables à ouvrir aussi ce nouveau pays sur la plateforme. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu que tu es en train d'annoncer qu'il va y avoir beaucoup plus de projets aussi à l'international? Alors je pense que là, dans un premier temps, c'est quand même plus la France qui va continuer, mais petit à petit, vraiment ouvrir hors de l'Europe? Oui, tu vois, alors je suis allé... on est aussi en train d'ouvrir à l'île Maurice, donc il y a aussi la volonté d'ouvrir à l'île Maurice. Il y a la volonté de regarder la Thaïlande, pourquoi pas l'Indonésie avec Bali. En fait, effectivement, la volonté, c'est d'aller, peut-être que dans 10 ans, ça sera d'autres marchés, mais d'aller dans les marchés qui prennent de la valeur. De par le contexte en Europe, il y a beaucoup, mais même en Chine, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent fuir ces pays-là et aller investir leurs capitaux dans des pays qui sont plus agréables à vivre ou d'un point de vue business. Et donc, ces différents pays que je suis en train de citer ont, encore une fois, un prix de l'immobilier qui augmente. Donc oui, la volonté, c'est clairement de venir aux Émirats avec BRICS. Il faut qu'on détermine comment on le fait de la meilleure des façons pour sécuriser les investisseurs. Mais c'est plein d'opportunités. Et même d'un point de vue BRICS aussi, tu vois, une des complexités qu'on a, c'est... Moi, je me rends compte sur la plateforme, je passe autant de temps à analyser un dossier à 100 000 euros qu'un dossier à 1 million d'euros, qu'un dossier à 5 millions d'euros. À temps égal, la rentabilité pour nous, c'est pas la même. Donc, c'est
plus intéressant aussi d'être capable d'aller mettre de l'argent sur des villas à Dubaï à 3 millions, 5 millions d'euros que d'investir sur le petit appartement en zone rurale en France à 50 000 euros. Donc même d'un point de vue business model et capacité des investisseurs à mettre de l'argent sur notre plateforme, ça sera plus intéressant pour eux si on est capable d'ouvrir ce type de marché. Oui, et puis ça peut répondre aux problèmes que tu as eu aussi récemment. À un moment donné, tu t'es retrouvé avec plus d'investisseurs que de projets, ce qui parfois était problématique et tu recevais des commentaires en mode même moi, tu vois, en tant qu'investisseuse, je me dis merde, comment on fait? Il n'y a plus de projets. Donc, et le fait que ça soit des projets aussi plus gros à financer, forcément, il y a déjà plus de personnes qui peuvent investir dedans puisque tout le monde n'a pas 5 millions comme ça d'un coup. Donc forcément, c'est proportionnel au nombre de personnes et ça règle aussi en partie cette problématique. Ouais, c'est exactement ça. C'est que là, on est un peu victime de notre succès. Tu vois, on était sur Palm Jumeirah là, avec les équipes. Palm Jumeirah, c'est quand même l'endroit iconique à Dubaï, mais à travers le monde. Tout le monde connaît la Palme à Dubaï. Tout le monde l'a déjà vu, et pourtant il y a un nombre très limité de villas. Il y a à peu près 2000 villas, et pas une de plus sur la Palme. Les premiers prix pour une villa, c'est 5 millions d'euros. Et tu te dis, en fait, il y a tellement de personnes qui connaissent la Palme que ça ne perdra jamais de valeur. Et d'ailleurs, moi je le vois, hein, il y a des sites qui sont dédiés à voir la prise de valeur de l'immobilier sur Dubaï. Hein. C'est le cas par exemple en France avec Meilleurs Agents, mais il y a la même chose à Dubaï. Tu vois que ça prend tous les ans de la valeur. Donc si on était capable de racheter des petites villas sur Palm Jumeirah, ce serait un super investissement pour la majorité de nos investisseurs. Donc il n'y a plus qu'à structurer pour avancer dans ce sens-là. Mais je pense encore une fois que ça va déplaire à certaines personnes de la communauté BRICS. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas faire le déplacement à Dubaï pour essayer de voir par eux-mêmes à quoi ça ressemble. Donc forcément, ils vont suivre des youtubeurs et ils vont être influencés dans un sens ou dans l'autre. Et Dubaï a ce truc très clivant, des gens qui adhèrent ou qui adhèrent pas à l'écosystème. Il y a aussi ce côté musulman, tu vois, tout de suite, ça renvoie à la charia, ça renvoie... Alors que ça, moi, j'ai été surpris. C'est très sécure. Il n'y a pas plus sécure comme pays. Il y a une tolérance. Tu vois, les nanas ici, elles ne sont pas voilées. Il y a beaucoup de... Toutes les expats s'habillent en short, elles s'habillent en tenue exactement comme on pourrait s'habiller en Europe. Et c'est très tolérant. C'est un des pays qui est particulièrement tolérant. Tout dépend de la religion de chacun, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a du respect, peu importe qui on est. C'est ce que tu disais un peu au début. Ici, c'est très multiculturel et on cohabite tous ensemble. Et ce qui fait qu'il y a eu un système qui a été mis en place pour que ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas dans d'autres pays, on ne dira pas lesquels, mais la France, où c'est plus compliqué, voilà, de juste que ce pays marche correctement au niveau de plein de sujets. De la sécurité, voilà. Et ici, tout fonctionne bien. En tout cas, de tout ce qu'on nous montre, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas. Mais en effet, donc, il faut juste venir se faire une idée. Mais c'est normal que ça risque de déplaire. C'est juste rien que le mot Dubaï en lui-même, c'est clivant et ça suscite des débats à l'intérieur de familles. Voilà, tout de suite, ça évoque plein de choses pour plein de gens, pour plein de raisons différentes. Si le but, c'est de s'internationaliser et de sortir aussi un peu de l'Europe et de ce système, vous allez le faire, mais pas que à Dubaï non plus. Donc, dans tous les cas, ça ira dans une mouvance, ça ira dans une logique, une suite logique de BRICS. Après, tu aurais pu aller aux US, mais je suppose qu'aux US, c'est pas les mêmes ratios, c'est pas... Tu parlais de Bali. Bali, aujourd'hui, je pense qu'on fait des bonnes affaires quand on fait de l'IMO à Bali à l'heure actuelle, encore un petit peu. Tu parles... Les US, donc chaque ville est un marché en tant que tel aux US. Donc déjà, on a quand même regardé Miami, parce que Miami, ça ressemble beaucoup à Dubaï en ce moment. Tu vois, le climat attire beaucoup d'entrepreneurs et il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se monter, ce qui fait que Miami est en train d'exploser en termes de valeur. Donc on retrouve cette notion de demande qui est plus forte que l'offre. La difficulté aux US, c'est que
Les US, c'est très propre comme marché. Ils ont leur US Act qui fait que tu ne peux pas investir comme tu veux depuis l'Europe là-bas. Tu ne peux pas proposer non plus à des Américains, si tu n'as pas des licences sur place, d'investir. Donc, pour rentrer sur le marché, il y a des barrières qui sont un peu plus importantes qu'aller à Dubaï. Donc, je pense qu'on y viendra assez rapidement parce que le marché américain, c'est quand même le plus gros marché immobilier au monde. Il y a autant de transactions par jour aux US qu'à l'année en France. Donc c'est juste un marché. Wow. Moi, depuis le début, je dis qu'on va aller aux US. Je pense que aller sur des marchés comme Dubaï, c'est la bonne... j'ai le mot en anglais, le bon launchpad, la bonne accélération, piste de lancement pour être capable ensuite d'aller ouvrir les US ou d'autres marchés. Surtout qu'en plus, d'être dans des marchés comme Dubaï, mais ça pourrait être l'Indonésie, automatiquement, ça nous oblige à être en multidevise. Donc ça nous apprend aussi à gérer toutes ces contraintes techniques. Bali, il y a le fait que ça soit plus loin, tu doubles, voire c'est plus loin, donc tu vois, nous on pourrait moins se déplacer facilement pour aller voir les projets et pour aller sécuriser les opérations, donc ça c'est la première des choses. Et en plus, l'Indonésie, c'est assez particulier parce que tu n'as pas la propriété, tout est en... Ouais. Ce qu'ils appellent en leasehold, donc c'est des baux amphithéotiques qui sont en général de 30 ans. Et donc ça aussi, d'un point de vue financier, il faut arriver à l'appréhender. Donc il y a plus de contraintes dans ces pays-là. Des fois, c'est pas ouvert partout non plus pour investir. Voilà. Là, aujourd'hui, Dubaï, l'île Maurice, il y a comme ça quelques pays qui cochent toutes les cases. Est-ce que tu penses que la France, c'est encore un bon pays pour investir dans l'immobilier? De faire autant sa résidence principale que de la location courte durée ou de la longue durée, ou pas? Ou est-ce que c'est se vautrer que de le faire? Tout dépend de ton statut. Tu vois, c'est comme tout. Si tu travailles en France, que tu as un CDI, que tu as un salaire en France, et que les banques peuvent te prêter, c'est surtout ça le point. Si les banques peuvent te prêter de l'argent, il faut absolument que tu achètes ta résidence principale. Pourquoi? Je le dis dans tous les podcasts, la résidence principale, c'est le hack français. Les banques elles te prêtent quasiment 100% de ce dont tu as besoin pour acheter ta résidence principale. Et en plus, il y a une niche fiscale qui est qu'à la revente, tu ne payes pas du tout de fiscalité dessus. Donc, si tu es locataire, concrètement, tu jettes de l'argent par les fenêtres parce que tu vas enrichir ton propriétaire qui va pouvoir rembourser ses échéances d'emprunt. Si tu achètes toi, tu te crées une épargne qui, dans 20 ans, te permettra d'avoir une retraite parce que je suis convaincu que dans 20 ans, plus personne ne pourra compter sur quelque retraite que ce soit. Donc, si tu bosses en France, que tu as accès à du financement bancaire, bien sûr, il faut que tu achètes ta RP. Si par contre, tu es entrepreneur, que tu as du cash et que les banques ne te prêtent plus parce que tu as déjà fait une acquisition, 2 acquisitions, 3 acquisitions et que tu achètes plus avec du financement bancaire, il faut surtout pas acheter en France. Il faut surtout pas acheter en France. Il y a une fiscalité qui va faire qu'augmenter parce que le gouvernement considère que l'immobilier, c'est quelque chose d'improductif. Donc les taxes locales, à savoir la taxe foncière, la taxe d'habitation, plus tout ce qui est taxation de la plus-value, ça va faire qu'augmenter. Donc non, si c'est en cash, il y a plein d'autres pays européens qui sont bien plus intéressants et il y a même des pays au-delà de l'Europe qui le sont encore plus. Donc voilà, tout dépend le profil. Mais c'est vrai que quand on est français, on a une attraction naturelle à investir en France. C'est pareil. Moi, si j'investis en bourse, naturellement, je regarde marché français, le CAC 40. Et la majorité de ceux qui nous écoutent, qui ont investi en bourse, l'ont investi souvent en France sur des belles entreprises qu'on connaît françaises. Et par contre, si on avait été aux US, on aurait investi sur les Amazon, Apple et compagnie, et peut-être qu'on l'a fait un peu tard. Et c'est celle qui performe le mieux là aujourd'hui. Donc il y a ce prisme très français, plutôt le prisme de j'investis où j'habite. Et ça marche bien quand c'est avec de l'argent qu'on te prête. Quand tu commences à avoir ton propre argent, il faut être capable de dézoomer. D'ailleurs, je crois que vous formez sur le sujet, non, aussi à l'intérieur de votre boîte. Donc, si les gens ont des questions, ne savent pas si c'est la bonne opportunité, vous pouvez les aider sur ça, non? Ouais, nous... alors,
on a un club là on est en train de le rebrander, mais on a un club concrètement de formation à l'immobilier. C'est un abonnement, ça coûte 20 € par mois et tu as accès à peu près, il y a 1500 inscrits dans le club. L'idée, ça a été de dire, on va rester sur quelque chose de l'accessibilité, on ne va pas faire payer des formations à 5 000 € parce que ça serait inaccessible pour beaucoup de personnes. Et souvent, tu apprends bien plus des erreurs des autres qu'une formation où tu vas pas savoir et tu vas devoir faire l'erreur par toi-même. Moi, j'ai vu en faisant de l'immobilier que des fois, j'ai perdu en milliers d'euros en faisant le mauvais move, la mauvaise chose au mauvais moment. Et donc, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant moi et qui est capable de me prévenir là-dessus, je vais être capable d'économiser en milliers d'euros. Et ce qui est fascinant sur l'immobilier, c'est qu'on a quand même un attachement en France qui est très très fort à l'immobilier. Et de par cela, moi je l'ai été, mais je le vois d'autres, on est matrixé par l'immobilier. Il y a immobilier, immobilier, immobilier. Tout le monde, les Belges ils disent avoir une pierre dans l'estomac, tu vois, tout le monde pense immobilier en France. Et ça nous amène à avoir des diversités de possibilités dans l'investissement et de stratégies qui sont dingues. Et c'est ce qu'on partage dans le club. Dans le club, je vois des gars qui toute la journée parlent de stratégie, mais qui sont très fortes, soit sur de l'immobilier commercial, soit sur du Airbnb, soit sur... Et c'est passionnant parce que tu vois toute la mécanique intellectuelle qu'en France, de par nos contraintes fiscales, tu es obligé de déployer. Et je me dis, mais waouh, en fait, on est brillant en France pour investir dans l'immobilier. Si ces gars-là sont capables de faire la même chose à l'étranger, mais ils explosent. Et c'est un peu ce que je veux faire avec Brix. C'est pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire, dire à tout le monde, vous pouvez investir facilement dans l'immobilier. Et en plus, on vous permet de le diversifier sur un nombre de projets importants en France, en Europe et à l'étranger. On ne rappellera jamais assez que la diversification, c'est ce qu'il y a de plus important sur un nombre de projets importants, mais aussi sur des géographies différentes. On ne sait pas ce qui va se passer demain en Europe. Et moi, j'aimerais que les gens puissent choisir les pays dans lesquels ils veulent investir et que demain, Brix soit présent dans 180 pays. Et que tu puisses, si là, aujourd'hui, tu te dis l'Ukraine, ça serait peut-être un bon move. Il va y avoir un truc à faire parce qu'il va y avoir toute l'Ukraine à reconstruire post-guerre. Peut-être qu'il y a des coûts à faire dans l'immobilier sur la reconstruction. Est-ce que, moi je ne vais pas y aller à titre perso parce que c'est compliqué, est-ce qu'on ne peut pas aller investir sur la plateforme Brix sur des projets de reconstruction en Ukraine où il va y avoir des rendements qui seront importants parce qu'il y aura toujours ce risque de guerre, mais j'accepte de prendre le risque parce que j'ai une renta qui est à 15% à l'année. Tu vois, ça pourrait être des logiques comme ça. Et alors là, on est au tout début de l'aventure, mais c'est ce qui est passionnant. Ok, trop bien. Pour terminer sur ce sujet-là, et le podcast aussi également, puisqu'on arrive en fin d'épisode, t'as beaucoup de concurrents. J'avais. En tout cas, il y a eu des concurrents à des moments donnés, t'en as toujours. En tout cas, ce que je veux dire, dans concurrence, pas forcément la même solution que toi. En tout cas, investir dans des projets IMO, start-up, des clubs, tout se crée un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois la concurrence? Tu vois ça comme des menaces, une opportunité ou parce que tout le monde a envie de faire un peu ça. En tout cas, les gens voient des opportunités. Je pense notamment à... je vais citer personne, mais ceux qui ont un peu de notoriété, qui font autre chose à la base, se disent « Ah, ça serait trop... » En tout cas, en rapport avec l'immobilier. « Ah, ça serait trop bien de créer comme un club d'investissement où on va proposer des projets, puis on va avoir des investisseurs qui viennent. » Il y en a de plus en plus, en tout cas, qui font ça sur des acteurs connus qui font ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a une super vidéo de Roger Federer, donc le joueur de tennis, sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder. Il fait un discours et il dit, on lui demande qu'est-ce que tu as pensé de ta rivalité avec Nadal. Et est-ce que ça t'a pas saoulé que Nadal il arrive alors que toi tu étais au sommet de ta hype, de ta fame, et il dit, en fait il m'a saoulé. Il était toujours là. Il me laissait aucun point gratuit. Finalement, il se retrouve à gagner plus de grands chelems que moi, alors que j'étais parti pour révolutionner le tennis. Et il dit, mais c'est une bonne chose, parce que sans lui,
j'aurais peut-être arrêté le tennis 5 ans, 8 ans plus tard, mais j'aurais pas eu cette hargne de me battre tous les jours à l'entraînement parce que je savais que j'avais un adversaire qui était plus fort que moi sur terre battue, qui était plus fort que moi sur bien des domaines. Et donc, sans lui, je ne serais jamais arrivé à ce niveau de tennis. Et en fait, la concurrence, elle est toujours saine. C'est moi, les entrepreneurs qui disent je veux tuer mon concurrent ou moi, je considère au contraire que quand le concurrent il va mal, il faut lui tendre la main. Parce que c'est parce qu'il y a de la concurrence que toi, tu vas avoir envie de faire l'extra miles, le truc en plus pour te dépasser, pour apporter l'innovation. Si tu fais du cash et que tout va bien et que, en fait, tu t'emmerdes à la fin de l'année. Parce que à la fin, l'entrepreneuriat, c'est pas faire le plus d'argent. Je connais aucun vrai entrepreneur qui se dit je fais ça pour l'argent. Il fait ça pour apporter de la satisfaction, pour se dire qu'il a gagné des clients, Et donc, tu as toujours une rivalité comme ça, mais qui doit être une rivalité saine. Donc, moi, au contraire, tous ceux qui m'appellent pour me dire je vais créer un concurrent de Brix, je leur dis trop bien, allez-y, go, faites. Et si vous êtes trop fort, je viendrai discuter avec vous. Soit j'essaierai de vous copier, soit je vous rachèterai, mais ça sera que positif. Il y en a un, il m'avait appelé. Je ne vais pas citer de nom, mais on est en 2023. Il y a un mec qui m'appelle, il me dit « Ah ouais, j'aimerais bien me faire financer sur Brix, ça serait cool. Est-ce que tu peux m'expliquer pendant 3 heures ta solution, comment elle fonctionne ?» Donc on passe 3 heures à lui expliquer. Moi, je pensais qu'il voulait juste que je le finance. Il me rappelle le lendemain, on repasse 1 heure pour que 3 semaines plus tard, il lance un concurrent. Et je me suis dit, mais il est nul, il n'est pas honnête. Donc jamais je ferai du business avec lui. Et j'espérais juste une chose, lui, c'est qu'il se casse la gueule. Parce que j'avais pas du tout aimé l'approche. Mais s'il m'avait contacté en me disant « Cédric, c'est ouf ce que tu fais avec Brix. Je te le dis, clairement, je vais faire un concurrent parce que je trouve que ton business model, il est dingue. Et viens, on se tape dans la main et que le meilleur gagne. » J'aurais préféré 10 fois. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a Manuel, un gars qui nous a rejoint là et qui était au séminaire avec nous. Manuel, en début d'année 2025, il lance une solution qui s'appelle Pepa et qui permet de faire de l'avance de commission. Et il m'appelle et il me dit « Cédric, regarde, j'ai lancé Pepa. Ça serait cool que tu regardes. Est-ce que tu serais intéressé par investir dans la boîte, par me financer ?» Et je dis à Manuel, elle est vraiment cool ton idée. Il n'y a pas trop de barrières à l'entrée. Moi, je peux recréer ça en 2 jours avec mes équipes parce que finalement, on a ce qui est le plus dur à avoir, une communauté pour financer les projets. Je vais lancer un concurrent parce que je trouve ça vraiment bien ce que tu as fait. Et tu vois, je trouve que Manuel, il a eu une réponse et une humilité qui était assez brillante. Comme j'ai été honnête avec lui, il m'a dit je comprends. Ça me ferait plaisir qu'on le fasse ensemble alors dans ces cas-là. Et il a pris le lead de la division qu'on appelle plus Pepa mais Brix Now. Et en fait, c'est lui qui gère tout l'opérationnel et on s'est mis d'accord pour que lui, il garde cette dynamique entrepreneuriale et qu'il s'y retrouve si le projet il fonctionne. Et en fait, c'est génial parce que quand tu as de la concurrence et surtout quand tu es transparent et que tu es honnête avec les gens, ça fonctionne et tu finis par bosser ensemble et tu finis par apporter encore plus d'innovation. Donc non, la concurrence est positive. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à, s'ils se chauffent et à créer des concurrents et à pas vouloir toujours réinventer la roue et à se dire c'est pas parce qu'il y a déjà une grosse solution qui existe que je suis pas capable d'améliorer les process et de faire mieux. Trop intéressant. Après, tu dis, s'il y en a qui se chauffent, clairement, il faut se chauffer parce que on n'en a pas du tout parlé, mais tu en as parlé plein de fois dans notre podcast. Tu as eu plein d'agréments, tu es soumis à des réglementations énormes. On parle d'un consommateur français qui investit sur une plateforme. Donc, c'est pas tout le monde qui va se réveiller un beau matin tout seul avec ses petites mains. Tu as 20 salariés. Tu vois, donc je veux dire, à un moment donné, tout le monde ne pourra pas se chauffer comme ça juste parce que tu leur dis, oui, allez-y, montez des concurrents. Il faut qu'il y ait un why derrière, comme tu disais aussi, ce que tu as toi. Non, mais il faut qu'il y ait un why. Mais en fait, quand je disais si vous chauffez, vous n'êtes pas obligé de copier Brix, mais vous pouvez. Il y a plein d'économies qui fonctionnent et il y a plein de verticales. Après, tu vois, moi j'ai ouvert la voie à un modèle qui est du fractionnement. Après, tu mets ce que tu veux derrière. Nous, on a mis de l'immobilier. Il y a des gars qui ont monté du fractionnement sur des voitures. Il y en a qui l'ont fait sur des œuvres d'art. Il y en a qui l'ont fait sur des chevaux. Moi, c'est des verticales sur lesquelles je ne veux pas du tout aller parce que la volonté de Brix, c'est de proposer des projets qui sont sécures, où on arrive à mettre des garanties. Moi, un cheval de course, j'y connais rien.
Et deux, je considère que c'est pas aussi sécurisant que de l'immobilier. Alors, comme c'est moins sécurisant, j'imagine qu'il y aura plus de rentabilité sur ces projets-là, mais il y aura plus de risques de perte de l'intégralité de son argent au niveau du capital. Mais tu vois, le mec qui est passionné par des chevaux de course, qu'il aille monter une plateforme qui permet de fractionner des chevaux de course. Le mec qui est passionné par les clubs de sport, qu'il aille monter le BRICS de l'investissement dans les clubs de foot. Parce qu'on m'a contacté par rapport à ça en me disant moi je vais financer des clubs de foot de cette façon-là. Génial. Et peut-être que ça sera un super modèle qui générera tellement de marketing derrière que je finirai par m'y intéresser et qu'en interne chez Brix on se posera la question et on se dira y a tellement de gens qui veulent investir dans son truc parce que en fait, ils s'en foutent de la rentabilité, ils veulent juste être associés à un club de foot, que ça vaut la peine de l'intégrer sur Brix. Et c'est de là que naît l'innovation. Et ça, c'est ce qui est cool. Les sous-niches, les sous-niches comme ça, hyper intéressant. Ouais. On a fait un grand tour sur le podcast. Est-ce que tu as une citation, un mantra, quelque chose que tu te répètes parfois, qui t'inspire ou que tu donnes à tes équipes comme ça pour les motiver, j'en sais rien, ou même en anglais, pour terminer ce podcast? Waouh, c'est dur ça. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Non. Un truc un peu nul, ce que tu veux. Il y a plein de choses. Non, c'est pas vraiment un mantra. Moi, je crois beaucoup aux prophéties autoréalisatrices. Régulièrement, j'ai montré à mon équipe que rien n'était impossible. Tu vois, alors j'ai pas envie de citer cette phrase-là parce qu'ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait parce que tu vois, elle est partout. Mais pour moi, en toute situation, il y a une solution. Peu importe à quel point tu dois faire des bandes pour arriver à ta solution, il y a une solution. Et à chaque fois, des fois, j'arrive auprès de mon équipe et ils me disent « Non, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent et tout ?» Et un mois plus tard, j'arrive à leur montrer qu'on est capable d'arriver là. J'ai 2 exemples qui sont marquants en tête. Il y a 2 ans, on est en 2023, on est en pleine galère parce qu'on n'a pas encore notre agrément de l'autorité des marchés financiers. J'arrive et je dis à l'équipe, galère, tous ces trucs administratifs. Là, on est en train d'essayer de contourner, mais finalement, ce qu'on fait, c'est un métier de banquier. Il faut qu'on aille racheter une banque. Quand tu parles de banque, tu te dis que le truc, il est énorme, que c'est impossible, etc. Spoiler, dans 2 ans, on aura une banque. Et dans 2 ans, on sera établissement de crédit. Et dans 2 ans, Brix, ce sera devenu une banque. Et en fait, moi, ça fait 2 ans que je rêve de banque tous les jours. En tout cas, je suis devenu expert dans le système financier, comprendre comment ça fonctionne, quelle est la régulation, pour arriver à me dire que dans 2 ans, on aura une banque. Alors, j'en dis pas trop parce que tout n'est pas encore signé. Mais dans 2027, ceux qui nous écoutent, Brix sera établissement de crédit et on sera une banque. Il nous est arrivé une autre chose folle. On s'est fait hacker notre compte Instagram. Là, je découvre que, en fait, il y a des gens qui sont chez Meta, qui sont insiders, qui ont accès à la déconnexion et à la reconnexion facile de ton compte Instagram, et qu'en fait, c'est un business où tu peux payer pour désactiver le compte de quelqu'un. Il ne faut pas le dire. Et repayer pour réactiver ton compte. Ah, mais c'est lunaire, le truc. Tout le monde est au courant, mais personne n'est au courant. Tout le monde est au courant. Et donc, on se fait désactiver le compte Instagram. Je vais sur LinkedIn pour dire « est-ce que vous connaissez pas quelqu'un chez Meta pour me réactiver mon compte ?» Et donc, de là, on me dit « si, moi, je te mets en relation avec un gars qui te les réactive. Ça va te coûter 8 000 € pour réactiver ton compte Instagram. » Ah, 8 000 Et donc, 8 000 €, c'est une grosse somme d'argent. Et en même temps, par rapport au business de Brix, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc, par rapport à mon temps passé, la logique aurait été de dire, bon, vas-y, prends tes 8 000, réactive-moi mon compte Instagram, on n'en parle plus. Mais moi, on me demande de payer 8 000 € pour un truc qui est gratuit pour un compte Instagram. J'ai pas payé autant pour information. Peut-être parce qu'ils ont vu le potentiel en moi qui était inférieur au tien. J'imagine, tu vois, ça dépend de la taille de ton business. Mais moi, on me demande de payer 8 000 €, mais hors de question. Moi, c'était une histoire de principe. Si tu vas pas me racketter alors que tu t'appelles Meta et que tu gères des milliards. En fait, c'est pas Meta, c'est les employés à l'intérieur de Meta qui s'arrondissent les fins de mois comme ça, tu vois. Exactement. Et moi, ça me fait péter un câble. Et je dis à mes équipes, non mais d'une façon ou d'une autre, je contacte Mark Zuckerberg qui va me réactiver mon compte.
Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Il est taré. Je mets un post sur Instagram, pas sur Instagram, j'avais plus d'Instagram. Je mets un post sur LinkedIn. Qui a le contact de Mark Zuckerberg? Qui a le contact de... Alors, je ne le tourne pas comme ça, mais... Il y a un gars, merci Carlos Diaz, qui me contacte et qui me dit « Putain, Cédric, c'est quoi cette histoire? Raconte-moi tout. Attends, parce que j'ai un ami, c'est un Français, c'est le bras droit de Marc. Il mange ce soir avec lui, il va lui en parler. » Mais non. Il appelle ce mec-là, qui en parle le soir même à Marc. Dans la journée, mon compte, il est réactivé. Il me dit « T'inquiète, Cédric, ton compte, il sera plus jamais désactivé. Fais-nous l'intégralité de tes mails parce que on va dégager des gars et on va couper des têtes chez Meta parce que nous, hors de question de faire ça. » Je me retrouve au JT de TF1 pour parler de cette histoire. Et tu vois, et donc mon équipe, ils se disent... Des fois, ils me prennent pour un fou, tu vois. Mais c'est marrant. Au fur et à mesure, je montre que tout est possible. C'est-à-dire que quand il y a une problématique, il y a toujours une solution. Aussi complexe soit-elle, aussi longue soit-elle à mettre en place, il y a toujours une solution. Donc, tout ça pour dire, oui, c'est chiant, mais c'est aussi les joies de l'entrepreneuriat, de se dire que dans tous les cas, tous les jours, vous allez devoir gérer des emmerdes. Le job de l'entrepreneur, c'est de gérer des choses qui lui tombent au quotidien dessus. Et donc, il faut juste apprendre à se dire, bon, ok, c'est un nouveau... c'est une nouvelle complexité à gérer, comment je la gère au mieux, et après ça finit par devenir un exercice intellectuel d'essayer de chercher des solutions. Bon, c'était une longue citation, mais elle en valait la peine. Merci Cédric. Merci Fanny pour ton invitation.